commencé par une agréable croisière en Méditerranée. Marseille, Athènes, Alexandrie, Beyrouth, pour arriver peut-être au nord de l'Iran dans le massif de l'Elbourz, via le Liban, la Syrie et l'Irak. Nous étions 6 camarades, tous alpinistes. C'était notre première expédition sur des montagnes loin de nos Alpes. Et nous rêvions des luttes à venir sur d'autres cathédrales de la Terre. Nous sommes à l'époque du président Nasser et les enfants sont habillés comme lui. Notre budget mince, très mince même, pour une expédition de 2 mois, mais très riche de notre volonté et du système D, qualité propre à ceux qui savent qu'un piton d'assurance a plus de valeur qu'une casquette fluo, ce matériel, cause de soucis, va sortir des cales du navire à Beyrouth. Ce précieux matériel, 500 kg environ, posé sur le quai. Il va falloir le transporter jusqu'à Damas en Syrie, puis à Bagdad en Irak et à Téhéran ensuite. Mais vivons un peu à l'heure de l'ancien Beyrouth. Le rêve de Jean, faire cirer ses chaussures. « 1200 km de désert, 3 pays et transport problématique cause finance. Nous utiliserons des bus du désert, des camions et même une charrette à cheval. Désert de pierre, rien de commun avec le Sahara. Le jour, le véhicule s'arrête auprès d'un borge où il est difficile de trouver de l'ombre. Des amis irakiens, la température atteint 50 degrés à l'intérieur du véhicule. Nous sommes arrivés épuisés dans la nuit à Bagdad. Nous dormons à même le sol sur un trottoir de la ville. Pas gênés par l'ambiance qui nous environne, volailles, camions, cris, etc. On nous offrira même le thé. J'ai compris déjà que pour comprendre et voir réellement un pays, il faut vivre avec ses habitants. Alors tout est possible, même l'amitié. Une des plus grandes mosquées de Bagdad. La nuit, le spectacle est fantastique. À gauche, les yeux de la sagesse. De l'eau, beaucoup d'eau. Nous arrivons sur la frontière entre l'Irak et l'Iran. Cette eau est issue d'une chaîne de montagnes, les monts Zagros, qui séparent ces deux pays.
Où il y a de l'eau, il y a maintenant culture. De l'eau, beaucoup d'eau. Nous sommes à Téhéran. Là, les choses vont se compliquer. Car il nous faut partir vers le nord-ouest en direction de l'Azerbaïdjan, où se trouve notre but. Déménagement sans camion. Nous sommes installés dans un parc gouvernemental au nord de la ville. Ceci grâce à l'amitié d'un militaire iranien, le colonel Rakpiz. Ce dernier ayant fait un stage d'alpinisme à l'école de Chamonix, grâce à lui, donc, nous pourrons continuer notre périple avec un camion militaire. Amos, André Parra, Michel Durouge en Berne. Nous sommes partis en direction de la mer Caspienne et nous franchissons les montagnes qui séparent le versant sud de l'autre versant, celui de la Caspienne. Les eaux qui s'écoulent de cette montagne vont alimenter Téhéran. Panne classique du GMC. Terminus de la piste, rue de Barek, petit village habité par une tribu kurde très accueillante. Petit paradis terrestre où la vie et les mœurs n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Nous sommes à l'époque de la moisson, qui se fait à la serpe. Au loin, les neiges du massif de l'Elbourz. Beaucoup de palabres seront nécessaires pour rassembler une caravane de mulets et leurs muletiers, afin de remonter pendant plusieurs jours la vallée qui mène au glacier de l'Alamkou. Les enfants sont surpris par les bonbons que nous leur distribuons généreusement. Ils y prendront goût, bien sûr. Les hommes, eux, sont plus intrigués par notre matériel d'escalade. Pitons, mousquetons, choses bizarres. Petit à petit, la caravane se forme.
et nous allons partir pour une semaine de marche d'approche. Nous sommes accompagnés d'hommes en armes. La bonne eau fraîche des torrents comme nos montagnes. André, lui, préfère le thé. Au fil des heures et des jours, notre caravane s'égrène le long du torrent. Avec des haltes assez fréquentes, car le thé, une tradition chez eux, fait qu'il se renouvelle souvent. Pour le moment, la marche d'approche est agréable, puisqu'il y a des mulets. Bientôt, les mulets, ce sera nous. Le terrain est plus accidenté, car ici il n'y a pas de sentier, bien entendu. De temps en temps, il faut construire un pont de bois recouvert de pierre. Pont qui sera d'ailleurs emporté à la prochaine crue. Nous avons pris de l'altitude et nous trouvons bien entendu les nuages. Il y a un des derniers campements de bergers. De plus en plus accidenté, le terrain. Des moutons nous accompagnent pendant quelques heures jusqu'à la limite des pâturages. Et voilà les tout derniers bergers avec qui nous échangeons cigarettes, tubes de crème de marron, etc. contre un yaourt fabriqué maison, d'un goût douteux pour nos palais occidentaux. Nous sacrifions de temps en temps un mouton pour avoir un peu de viande fraîche. Nous sommes accompagnés par quelques amis alpinistes iraniens, étudiants en général, qui viendront avec nous jusqu'au camp de base. Ils s'arrêteront là, car l'alpinisme de haute difficulté n'étant pas leur fort.
Les premières plaques de neige, nous approchons de la moraine. Les mulets vont s'arrêter là, la neige n'étant pas leur fort pour leur progression. Et nous installerons un camp, un dépôt de vivres et de matériel. Il nous faudra transporter sur le glacier jusqu'au camp de base à 4200 mètres d'altitude. Nous avons retrouvé le sourire. André Parra, Michel Duroux, Amos Bagel. Nous allons nous séparer des muletiers et de leurs mulets, bien sûr, leur donner rendez-vous dans quelques semaines. Chose difficile et compliquée, mais grâce à nos amis iraniens. Puis, nous dégagerons des plateformes pour faire nos entrepôts de matériel, installer la cuisine, etc. Chacun travaille à sa façon, bien entendu. André Parra préfère travailler à l'ombre d'un parapluie. Les derniers muletiers vont nous quitter. Ils ont revêtu de curieux manteaux, des manteaux qui leur servent à tout, à dormir, couvrir les mulets, se protéger de la pluie. Ils sont en feutre, tressés avec des poils de mulets. Et nous allons commencer à remonter l'interminable moraine qui nous emmènera au camp que nous allons installer à 4200 mètres d'altitude. Nous ferons dans ces parages une rencontre avec un ours qui nous a fait très peur, mais je crois qu'il a eu peur plus que nous encore. Nous n'avons pas pu le filmer, hélas.
De gros blocs qui émergent du glacier au pied de la face nord de la Lamkou vont servir de terrasse impeccable pour établir nos tentes. Nous aurions bien sûr préféré du gazon que ces pierres assez tranchantes. Michel Duroux arrive d'une corvée de portage. André commence, lui, une corvée de portage, aidé de son parapluie si le vent est possible. Des trous désagréables qui quelquefois nous font prendre un bon bain de pied. Petit à petit, le camp s'établit. Nous discutons de notre premier projet à venir. Notre premier projet sera l'ascension du Cormacou, sommet jamais vaincu, avec une traversée d'arêtes qui nous mènera au sommet du Talki Soleiman, le trône de Salomon. Arête très longue, escalade qui durera 3 jours. Le départ des 2 cordées. Amos, Jean, André et moi. Michel et Gérard restant au camp de base en cordée de soutien au cas où. Premier bivouac, au pied du couloir du Cormacou. C'est le soir. Très très tôt le matin, encore au dernier rayon de lune, nous gravissons le début du glacier. La neige gelée favorise beaucoup notre progression. Pas très difficile d'ailleurs au début. Puis la pente se redresse. Il faudra bientôt prendre les crampons. D'ailleurs, une rimaille, une crevasse qui barre le couloir, nous oblige maintenant à nous encorder et à commencer véritablement l'escalade. Je franchis cette dernière. Au-dessus de nous, une paroi de plusieurs centaines de mètres de rochers, de même très beau granit.
André aborde la première longueur. Curieuse impression que ce rocher est complètement vierge où personne n'est passé. Superbe dalle de granit comme à Chamonix. Qui sont là pour notre plaisir et qui nous attendaient. Puis une crête de neige qui va nous mener au sommet de l'arête. Et enfin, le premier sommet de la traversée est atteint. Flotte le drapeau du club alpin qui nous a patronné l'expédition. La deuxième cordée nous a rejoints, Amos et Jean. Maintenant, une arête très longue va nous obliger à livrer une difficile escalade pour atteindre le deuxième sommet, le trône de Salomon. Les passages se succèdent, nous devons être très prudents. Car en technique alpine pure, nous avons avec nous 10 médecins et une chute serait très désagréable, voire désastreuse. La deuxième cordée éprouve un peu plus de difficultés. En escalade, l'attaque d'un passage plus ou moins haut peut changer complètement la face des choses. L'arête acérée continue, semblable à celle du Grépon, mais à près de 5000 mètres d'altitude. Troisième jour de notre ascension, un rappel est nécessaire de temps en temps. La fatigue est maintenant en nous et il faut quelquefois hisser les sacs.
Enfin une arête de neige, l'arête qui mène au sommet du trône de Salomon, ou Talki Soleiman. La première traversée a été réussie, et ce fut pour nous 3 belles journées d'alpinisme. La descente se fera dans une tempête de neige. Nous ne l'avons pas filmé, nous voici de nouveau au pied de la montagne. Il neige, nous sommes fatigués, mais nous rentrons au camp, contents d'avoir réussi. Déjà, en nous brûle pour plusieurs d'autres conquêtes à venir. D'autres joies immenses, celles qu'on peut trouver seul en montagne, sans spectateurs. On se régale, on se restaure de gâteaux secs. Jean se fait tondre par André. J'ai confectionné un gâteau de riz mis au frigidaire dans la neige, tout simplement. Il faut dégager à la pelle. Il n'a pas l'air d'être apprécié par tout le monde. Mais enfin, quand on a faim. Et nous aurons une bouteille de champagne. Nous avons 3 bouteilles de champagne emmenées en cas de réussite. Nous devons les boire que si nous réussissons 3 sommets. Nous ouvrons donc les 2 premières. L'abominable homme des neiges surgit. Surprise de Jean qui lisait un livre, un bouquin, des guides de Loisan. Ce soir-là, nous brûlons nos emballages vides. Et nous allons partir pour une vallée secondaire, une 2e vallée, pour faire un autre sommet, auquel nous voulons donner le nom d'une de nos amies, de nos copines, mortes au Mont-Aiguille, pour rendre l'année en alpinisme. Ici, il n'y a pas de sentier, surtout pas de sentier balisé ni autre. C'est à travers un désert de pierres qu'il faut se faufiler. Cette montagne sans nom, qui ressemble étrangement à la montagne des Bancs en Oisan, portera par la suite un nom, le nom de la pointe Élisabeth, le nom de notre camarade. Comme d'habitude, nous plantons notre tente au pied de la paroi. Le temps a changé. Le gros nuage couvre la voie à venir. Néanmoins, nous espérons du beau temps pour le lendemain, car il fait froid. Mer de nuages et coucher du soleil en direction de l'Urs. Nous allons escalader la paroi. Nous sommes partis très tôt le matin.
Nous voici bientôt au sommet. André Parra et moi avons ouvert une voie dans la face nord. Nos camarades prenant l'arête côté ouest, nous nous rejoindrons au sommet et descendrons tous ensemble. Arrivé à ce curieux sommet où nous allons trouver d'énormes cristaux noirs. Malheureusement, les sacs étant déjà bien lourds, nous n'en ramènerons pas beaucoup. Puis, à nouveau, le démontage du camp. Au revoir à ce sommet que nous ne reverrons certainement jamais. Nous avons franchi le col et repassé sur le glacier de la Lamco. Retour au camp de base. Nous allons quitter bientôt ce massif qui nous a apporté tant de joie. André Parra y reviendra 2 ans plus tard avec une expédition lyonnaise. Elle sera très surprise de penser que nous avons pu faire tous ces sommets avec si peu de moyens auparavant, 2 ans avant. Lourdement chargés, nous évacuons le camp de base jusqu'au camp où nous allons retrouver les porteurs et les mulets. Nous quittons ces montagnes où nous avons vécu de grands jours. Pour tous, notre amour de l'alpinisme ne nous quittera plus. Que ce soit dans les Alpes, au Hogar, en Amérique du Sud ou en Himalaya, il y aura de quoi remplir nos vies. Hélas, dans les 2 années qui suivront, 2 de nos frères nous quitteront. Amos et Michel. C'est à eux que je dédie ce film. Un autre sommet nous attend. 300 km à l'est, le Demavand, point culminant de l'Iran. Nous allons essayer de le faire par son versant nord-ouest, essayer plusieurs fois. Ce fut une belle expédition. Ce fut surtout la première. Lors de notre découverte des sommets du massif de l'Elbourz au nord de l'Iran, au sud de l'URSS et à l'ouest de la mer Caspienne, nous étions tentés par l'ascension du point culminant de l'Iran, le Demaven, 5700 mètres d'altitude. Sommet déjà gravi bien sûr par ses versants faciles, mais dont la face nord-est, avec son glacier suspendu, se trouvait vierge d'itinéraire. Tenté plusieurs fois, dont la plus récente tentative par les Allemands Stenoer et Worg, s'était arrêté au pied du mur de glace qui permet de prendre pied sur le glacier sommital. Survol de Téhéran, puis du désert qu'il nous faudra traverser dans quelques jours.
Quelques virages de l'avion, bien dirigés par notre pilote, nous permettent de passer très près de la montagne et de tracer un itinéraire imaginaire dans cette phase. Les couloirs qu'il faudra remonter jusqu'au glacier suspendu. Une semaine plus tard, nous sommes à Abgarm, source d'eau chaude. N'oublions pas que nous sommes au pied d'un ancien volcan. Plus légère, notre caravane a besoin que de quelques mulets. Assez facile à trouver. Des campements de nomades sur les flancs du Damavand. Plus escarpé est le terrain, jamais stabilisé, sujet à l'érosion et au tremblement de terre. Un passage délicat, surtout pour les mulets. Premier camp, encore loin du sommet. Et l'ombre de la montagne va s'étirer à l'est. De curieux rochers travaillés par l'érosion du vent. Ici règne un vent permanent, situé entre le désert chaud et la mer Caspienne au nord. Difficile portage pour installer le deuxième camp beaucoup plus haut. Et nous voilà très près du glacier suspendu. Deuxième camp. Les tentes montées en escalier les unes au-dessus des autres, vu l'inclinaison de la pente. C'est d'ici que nous allons tenter l'ascension. Il nous faudra d'abord descendre, puis remonter les couloirs balayés par les avalanches. Très tôt dans la nuit, nous avons commencé l'ascension. Des couloirs situés au-dessous du glacier. Couloirs dont l'exposition fait que dès que le soleil sera au sommet, de véritables météores de pierre et de glace dévalent ces pentes. Et malheur à celui qui se trouve là à ce moment. André Parra et moi-même formons une seule cordée rapide. Nos camarades graviront la montagne par une arête à droite plus facile pour nous rejoindre au sommet et apporter éventuellement leur aide par le haut.
le mur de glace. Nous avons atteint le plus haut point atteint par les autres tentatives. Le mur de glace, haut de 40 mètres, vertical. Hélas, encordé de deux, les difficultés étant extrêmes, nous ne pouvons que faire peu d'images avec la caméra, suffisamment occupés que nous sommes à ne pas voler quelques 2000 mètres plus bas. La sortie du mur de glace. Il nous a fallu 5 heures pour faire les 40 mètres. La plus grosse difficulté vient d'être vaincue. Les images étant tirées d'un film de 8 mm, la qualité ne peut être excellente. Néanmoins, pour nous, la valeur souvenir et témoignage est extrême. Le sommet sera atteint. Grande émotion de nous retrouver tous réunis au sommet. Un dernier regard sur notre montagne. Les choses vont aller vite maintenant. Puis ce sera un retour non sans difficulté. Téhéran, Bagdad et Beyrouth, où nous resterons une semaine à attendre un bateau. Bateau turc. Car les bateaux français à ce moment-là étaient interdits à cause des événements du canal de Suez. Retour à Beyrouth. Et cette fois, départ en sens inverse. Notre matériel remonte à bord du bateau. Un dernier regard au rivage qui fut le point de départ d'une belle aventure, qui nous a conduits au cœur des plus hauts sommets du Moyen-Orient. Et déjà, beaucoup d'autres projets se forment, mais ce sera une autre histoire.